boxeur, mannequin et papa, tu vois. Là où j'ai commencé à me faire connaître, moi, c'était en semi-pro. J'ai nettoyé toute la catégorie en France. J'ai botté tout le monde. J'ai gagné 2 fois le championnat de France. J'ai fait des très très belles prestations. Il y a mon oncle qui commençait à sortir. Lui, le mec qui boxe, qui est archi technique. Moi, j'ai pas de souvenir de toi où tu trash talk le gars Jamais, avant le jamais. combat. Ou à la pesée, ça veut se battre, tu vois. Ouais. Les gens, ils sont en mode, ah, lui, il va calmer Bambi, tu vois. On me voyait perdant. Et les gens voulaient me voir perdre. Quand tu regardes mon palmarès, j'ai que 3 défaites. J'ai eu plus la pression que mon tout premier combat. Déjà, d'une, parce que c'est la première fois que ma mère venait à un combat. Mais là, c'était championnat du monde, à domicile. Même là, j'essayais d'esquiver, mais ses copines venaient. C'est à quoi je te disais tout à l'heure que le One, c'est au-dessus que l'UFC. Enfin, One, t'as les meilleurs combattants. C'est-à-dire, le meilleur combattant de Muay Thai, il va affronter un autre meilleur combattant de Muay Thai. Tu sais, tu vois le combat, tu sais pas C'est qui le va choc gagner. des titans, carrément. C'est ça, tu sais pas qui va gagner. Le niveau est très très haut. Le striking, je commence le mannequinat, je représente mon sport. Et t'es dans Versace Je suis dans directement. Versace. Et c'est le meilleur moyen de commencer, tu vois. Vraiment, ça m'a mis des étoiles dans les yeux, frère. Quand je suis champion de France en 2019, le dernier round, je prends un coup de coude dans l'œil, mon œil gonflé. Une semaine après, je dois aller à Milan pour la Fashion Week. J'avais déjà fait le show Versace la saison d'avant, donc j'étais presque confirmé pour le prochain show. J'ai fait des lunettes dessus. Il y a Donatella, elle est là et tout, Donatella Versace. Ouais. J'enlève, il y a le directeur de casting, il fait Fou, comment ça Bambi, what happened? Salut à tous, c'est déjà le 3e épisode de 7ème Dan et je suis très heureux de l'épisode qu'on va vous présenter aujourd'hui. 7ème Dan, c'est le podcast présenté par Savoir-être. On reçoit des personnalités inspirantes qui reviennent avec nous sur leur parcours et sur les moments clés de leur vie. Et pour ce 3e épisode, je suis très heureux de recevoir mon gars, Fireleg. Bon port à Kouyaté. Comment ça va, frérot? Très bien, frérot, et toi? Ça va, tranquille. Merci d'être là. Donc, je te présente un peu. Bambi, toi, t'es boxeur professionnel. C'est ça. Tu fais du Muay Thai. T'as été champion du monde, champion de France, Champion d'Europe. champion d'Europe aussi. Ouais. Et aujourd'hui, tu boxes au One Championship. Donc, ça. c'est pour ceux qui connaissent pas. Pour moi, après l'UFC, c'est certainement l'organisation de sport de combat avec le plus de prestige et le plus de Je dirais visibilité. même devant l'UFC. Devant l'UFC? Ouais, devant. Ouais. Vas-y, je suis En d'accord. termes de niveau, de prestige. Ouais. Et peut-être avec la variété des fighters aussi. C'est ça vous aussi, avez. ouais. Et à côté de ça, tu es aussi mannequin. Ouais. Donc, c'est pas fréquent. Donc, c'est cool que tu sois là. Merci d'être là pour qu'on puisse parler de ton parcours et de ton histoire. Mais comme toutes les histoires, il faut qu'on commence au début. Bambi, ça vient d'où, Bambi? Bambi vient de Paname. Je suis né à Paris. J'ai grandi dans le 92. Donc, je suis un petit du 9-2. Et sinon, d'origine, je suis malien et un peu tanzanien aussi, de mes parents. Donc voilà, double culture, culture africaine et française. Et voilà. Ok, et tu as grandi dans le 9-2. Et donc, tu étais comment quand tu étais enfant? Et comment tu commences le sport? Est-ce que la boxe, c'est ton premier sport? La boxe, c'est pas mon premier sport. Moi, je commence le sport très très tôt. Je commence le sport à 7 ans. Ouais. J'ai commencé par l'athlétisme. Ok. Et j'ai commencé direct dans le dur. J'avais un coach perso. Donc, T'avais quel âge quand tu commences l'athlétisme? J'avais 7 ans. Ok, J'en ai c'est fait tout. pendant 7 ans. Donc, pendant 6 ans. J'ai fait de 7 à 13 ans. Ok. Et je me suis entraîné avec beaucoup d'intensité. J'étais surclassé très souvent dans les compétitions, etc. J'ai gagné pas mal de cross. J'étais champion du 1000 mètres, etc. Mais après, je me rappelle plus en quelle année, quoi. Mais... Ok. Donc, rapport à la compétition très tôt. Donc, je savais que le sport, c'était fait pour moi, sport individuel surtout, et que j'avais envie de réussir dans le sport. Ok. Et comment tu découvres la boxe thaï, du coup? Je découvre les sports de combat par les arts martiaux, Ouais. par le kung-fu, etc. En parallèle de faire de l'athlé, j'étais passionné de films de kung-fu, de films de karaté, etc. On va en parler tout à l'heure de films, ouais. Donc vas-y, on va en reparler tout à l'heure. Tu vois, tous les grands films qui m'ont inspiré, donc je cherchais à faire du sport de combat. J'ai toujours été passionné par le sport de combat. Et j'ai commencé par le kung-fu. Ok. J'ai essayé le kung-fu. Vers la fin de ma dernière année d'athlétisme, je faisais du kung-fu en parallèle. Mais bon, j'ai pas vraiment accroché parce que c'était un peu du cinéma, quoi. Tu vois, Ouais. position, c'est un truc que tu vas jamais pratiquer dans la vraie vie. Et moi, j'avais envie de savoir me battre. Et du coup, je cherchais un club. Ah oui, ouais. Et du coup, ouais, j'ai toujours été passionné. Puis après, j'ai regardé le film On Back. Ouais. Donc, Une claque visuelle au bac. Révélation, c'est le film qui m'a rendu accro. Vraiment, genre, je le regardais tous les jours. Je rentrais des cours. Pour regarder mon bac. Tous les jours. Vraiment, sans blague. Genre, dès que je rentrais des cours, je mettais le film. Je connaissais toutes les... je connais les temps thaïlandais. Je connaissais toutes les comment dirais-je? Les répliques? Les répliques en thaïlandais, etc. Et je la regardais, je sais pas, un nombre incalculable de fois. Et dès que j'ai vu ce film, j'ai dit, il faut que je fasse de la boxe thaï. Tu vois. Ok. Donc, j'ai eu une petite période de creux où je n'avais pas trouvé de club. C'était dur avant de connaître un club de boxe thaï.
Et j'ai eu un ami avec qui je faisais de l'athlétisme aussi, qui lui avait changé pour faire la boxe thaï et qui m'a emmené au club de boxe thaï, dans le club où je suis toujours actuellement. C'est le club de Tidjani Biga, c'est ça? C'est ça. Ok. Et donc, club de Tidjani Biga. Ça fait quoi? Ça fait 15 ans que c'est ton coach? Depuis que j'ai commencé, donc ça fait 15 ans que c'est mon coach. Ouais. Ok. Et quand tu rentres dans ce club, combien de temps ça te prend pour commencer tes combats? Pour commencer la compète, il faut savoir que, en gros, vu que j'avais déjà la fibre sportive et que avec les films que je regardais, j'avais déjà le truc, tu vois. Je pense qu'il a décelé que j'avais un potentiel directement. Donc, première année ou deuxième maximum, je fais de la compète. Ok. Directement. Donc tu commences les fights. Moi, je connais un peu ton palmarès. Après, à l'époque, c'est les assauts techniques. Ouais. C'est les assauts, mais donc c'est pas appuyé, c'est de la simulation de combat technique. On n'a pas le droit de mettre des coups durs, des coups lourds. Mais quand même, il y a de l'impact. Donc tu as un premier abord, une première approche avec le combat que tu n'as pas avec le Kung Fu. Ouais. Où là, tu es confronté à un adversaire. C'est plus de contact. Et tu peux tester ton niveau, voir où t'en es. Et gros kiff. Adrénaline, la pression d'avant-combat, je commence à connaître ça. Pourtant, t'as les protections et tout, mais juste de savoir que tu vas combattre et qu'on te regarde, c'est très compliqué déjà. Donc, il faut apprendre déjà à gérer son stress. Et franchement, gros kiff. Ok, gros kiff. Directement, ouais. Et toi, avant de passer pro, t'as eu un bon parcours amateur? T'as eu des ceintures en tant qu'amateur? Ouais, j'ai eu une ceinture en... T'as pas été champion de France quand t'étais amateur? Si, j'étais champion de France en classe D. Ok. Classe D, j'ai une période où je me suis blessé au genou, j'ai arrêté. J'ai repris directement en classe B. J'ai pas fait la classe C. Donc j'ai repris directement sans les protections. J'étais champion de France en classe B aussi. Ok. Donc j'ai fait champion de France classe D, champion de France classe B, et après je suis passé professionnel. Ouais. Ok, tranquille. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier camp en Thaïlande? Je sais que les gens qui sont fans de Muay Thai, ils vont souvent en Thaïlande. Ouais. Tu sais faire des camps où tu t'entraînes, tu dors sur place. Ouais, toi, c'était à quel moment que tu fais ton premier camp en Thaïlande? Mon premier camp en Thaïlande, je le fais à 20 ans, je crois. Ok. J'y vais pour 1 mois. Je suis parti à Krabi, dans un club qui s'appelle le Emerald Gym. Et je suis resté 1 mois. Bon, après, c'est pas les camps comme à l'ancienne, parce que moi, mon coach, par exemple, il allait en Thaïlande à l'époque, il n'y avait pas les hôtels de maintenant. Ouais. Les gens parlaient pas anglais, il n'y avait pas de Renoir. Là, maintenant, tu vois, c'est une autre approche. Donc, là, c'est beaucoup plus chill. Mais bon, quand même, les entraînements, ça reste les entraînements. Donc, la rigueur, la discipline, elle est toujours la même, et l'intensité surtout. Okay. Tu t'entraînes le matin, tu rentres faire la sieste l'après-midi, tu t'entraînes un peu plus tard l'après-midi, donc tu as 2 entraînements par jour. Tu cours le matin, tu fais du PAO le matin, sparring le matin, sparring ou sparring l'après-midi, ça dépend comment c'est organisé, mais l'intensité est différente. Et quand tu vas en Thaïlande, tu es dédié à ça et puis tu y vas uniquement pour ça. Donc. Je vois totalement. C'est intense et c'est la mecque du Muay Thai en fait. Exactement. Et à quel moment, si on revient sur la fin de ton parcours amateur, à quel moment tu as le déclic pour te dire, quand tu es en classe B, à quel moment tu as le déclic pour te dire, je vais passer pro et c'est ce que je veux faire à fond? Déjà de base, je voulais passer pro un peu plus tôt. Okay. Mais mon coach voulait encore peaufiner, m'aguerrir encore un peu plus. Donc il voulait que j'attende une saison de plus. Donc j'ai fait 2 saisons en classe B, 2 saisons en semi-pro. Mais la logique, d'après le semi-pro, c'est le pro, tu vois. Et puis même, là où j'ai commencé à me faire connaître, moi, c'était en semi-pro. Ouais. Parce que j'ai fait des bons fights. J'ai nettoyé toute la catégorie en France. J'ai botté tout le monde. J'ai gagné 2 fois le championnat de France. Et j'ai fait des très, très belles prestations. Et il y a mon nom qui commençait à sortir. Genre le Bambi, le mec qui boxe, qui est archi-technique. Et donc, je commençais à avoir une petite cote aussi, tu vois. Donc, c'était la suite logique. Et les gens m'attendaient au tournant de ouf quand je suis arrivé en pro. J'étais grave attendu, surtout en France. Ouais, je me rappelle de cette époque. Et donc, on a dit que tu avais gardé le même coach, mais est-ce que quand tu passes en pro, il y a quelque chose qui change dans ton équipe? Est-ce que tu rajoutes des gens ou tu étais déjà assez bien entouré? Toujours bien entouré. En plus de Tidjani Biga, il y a aussi Las, un de mes coachs qui est là depuis le début, qui m'a bien formé aussi. Donc, qui est un peu moins présent de par sa profession. Mais avec les deux, il y avait ce qu'il fallait. Ok. Et puis, au fil des années, il y a d'autres coachs qui sont arrivés. Mais pour passer pro, on avait tout ce qu'il fallait déjà. Ok. Après, forcément, plus tu montes en niveau, plus tu essayes de peaufiner, ajuster. Donc, si tu as maintenant, à l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs de récupération, de la cryothérapie. Les kinés, c'était pas aussi au point. Ouais. Etc. Donc, maintenant, les diététiciens, peut-être. Avant, on ne connaissait pas tout ça. Donc, préparateur physique, etc. Donc, on faisait tout un peu, par nous-mêmes. Donc, maintenant, on a un préparateur physique. Mais quand je suis passé pro, il n'y avait que moi et mes coachs. Et tes coachs, tu vois. Et il y a une question que je me suis toujours posée, tu vois, sur les fighters, c'est que quand tu es sur le ring,
T'as le coach qui te crie des conseils, qui te donne des ajustements, et t'as le public qui crie aussi. Ah là, c'est dur. Est-ce que tu arrives à entendre ce que le Non. coach te dit? Au début, non, mais après, c'est un travail. Ouais. C'est un travail. Moi, je me rappelle, c'était un gros problème. Il y a même des combats à moi où mon coach me parlait, chose qu'il faut pas faire. Pendant qu'il me parlait, je me retournais quand même. Tu sais, il me donnait une conseil, il me disait, ouais, je me retournais. Et tu sais, le combat, il était en cours, tu vois. Et tu vois, par réflexe, le mec en face, il me frappait pas, mais c'était un mauvais réflexe que j'avais. Ouais. De faire abstraction de la voix du coach. Et ça, c'est un travail à part entière. Parce que tu as toute la foule, tu as ceux qui scandent ton nom, ceux qui truquent, tu as la foule de l'autre côté. Ouais. Qui est contre toi, peut-être. Qui est contre toi. Donc, tu dois faire abstraction de tout ça et être concentré sur la voix du coach. Et ça, c'est le travail le plus dur. Et ça, j'ai mis du temps à vraiment appliquer ce travail parce que j'étais un peu dispersé. Ok. Tu vois, genre, je regardais ce qui se passait. Je vois totalement. Tu vois, genre, je voulais briller un peu. J'étais pas focus 100%. Mais ouais, c'est compliqué. Mais maintenant, je monte, tu coupes tout le reste, t'entends juste une voix. Tout droit. Tu vois, c'est Mike Tyson qui disait que tout le monde a un game plan avant de recevoir le premier coup bien placé. Si tu as un game plan et quand tu reçois le premier coup, en fait, tu es dans le chaos et tu dois t'adapter au chaos. Et toi, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui s'adapte au chaos ou alors tu arrives à garder la tête froide et à garder ton style? Parce que ton style, c'est un peu ta signature, tu vois. Bah, c'est ça, après, mon style, c'est ma signature. Mais là, tu me poses une colle parce que moi, je suis pas un boxeur qui prend beaucoup de coups. Ouais. Tu vois, je prends pas beaucoup de coups. Et c'est pour ça que j'arrive à faire le métier que je fais en parallèle. T'as des boxeurs qui ont le même nombre de combats que moi, tu vois leur gueule, tu flippes. Ouais, je vois ce que tu veux des dire. cicatrices, des cocards, des trucs. Moi, j'ai la tête clean et je prends pas beaucoup de coups. Donc, mais quand même, je suis préparé à recevoir des coups. Tu vois, je suis préparé à recevoir des coups. Mais c'est vrai qu'en combat, quand tu prends un coup, ta réflexion, elle est plus la même. T'avais un plan. Là, tu réfléchis autrement. Donc, mais ouais, ça m'est déjà arrivé de prendre des coups et d'être un peu sonné et de me remettre dedans. En vrai, tu vois, mais c'est pas prendre des coups, c'est pas trop mon truc. Ok. Est-ce que tu as une anecdote d'un combat où le public était vraiment contre toi et où c'était compliqué de se concentrer un peu? Jamais. Moi, plus je me nourris de la force des autres. Plus tu me montres que t'es contre moi, plus ça va me donner, ça va me galvaniser, ça me motive encore plus pour te prouver que, gros, t'es du mauvais côté. Je vois ce que tu veux dire. Surtout qu'avant, quand j'étais en semi-pro, j'étais grave insolent dans le ring. Là, je me suis grave calmé, mais avant, je narguais des trucs. Mais ouais, non, donc tu te nourris un peu, plus ils font du bruit, plus ça te nourrit un peu en fait. Et ça nourrit le personnage aussi. C'est ça, exactement, ouais. En boxe taille, il y a plusieurs configurations, tu vois, en fonction. Il y a des combats où les gants sont un peu plus gros. Il y a des combats dans des rings, dans des cages. O1, c'est une cage, tu vois. C'est le One qui a porté cette avec des gants plus fins. Ouais. Est-ce que toi, tu as une configuration que tu préfères? Est-ce que tu préfères le ring ou la cage? J'ai fait un seul combat en cage. J'ai grave kiffé en cage. Mais je préfère les combats avec les gros gants. Ouais. Ok. Parce que les petits gants, frère, le moins ça fait mal. Frère, c'est une dinguerie. C'est violent, c'est dur, ça tape dur. Puis c'est pas comme au MMA, tu peux attraper au sol, endormir un peu avec la lutte. Ouais. Nous, en Muay Thai, on frappe fort, on frappe dur. Ouais. Donc l'impact avec les mitaines, il est tout autre, tu vois. Donc je préfère le Muay Thai avec les gros gants, surtout avec mon style de boxe où moi j'aime bien les esquives, tu sais, boxer avec la tête un peu relevée, etc. Je préfère Mais bon, après, maintenant, je m'adapte. Tu vois, je suis au One Championship, j'ai pas le choix, je compte pas avec les petits gants, donc je m'adapte à ce format-là, mais je préfère les gros gants. Ok, et on part du One Championship. Toi, comment t'arrives là-bas? Parce que tu vois, c'est un peu comme l'UFC, c'est un peu le but, un peu. Ouais, bien sûr. À quel moment tu commences les discussions avec eux? Comment t'arrives au One, en fait? Bah, en gros, moi, je m'entraîne au Venom Training Camp en Thaïlande. Ok. Et ce camp-là, ils ont beaucoup de boxeurs qui sont signés au One. Tu vois. Ok. Donc, et chaque année, j'allais faire des camps là-bas, sans être signé là-bas. J'étais juste parti pour une préparation. Et j'étais même pas parti pour me dire, tiens, je vais aller au One ou quoi. Donc je suis là-bas et je finis mon camp, je dois rentrer. Genre, je retourne au camp pour dire au revoir à toute l'équipe et tout. Et le mec du camp me dit, ouais, Bambi, on me propose un combat. Je suis comme ça, on me propose un combat. Il me dit, à One, là, il me propose un combat, il cherche un fighter et tout. Un mec de ta catégorie, de ton poids, là, t'es prêt et tout, est-ce que t'es chaud? Mais le combat, c'est dans 4 jours, dans 3 jours. Ah, tu l'as pris en short notice, le combat? J'ai pris en short notice. Ok. Donc dis-toi, c'est un nouveau format. J'avais jamais combattu avec les petits gants, j'avais jamais combattu dans une grosse orga. Et je me dis, waouh, vas-y, let's go, tu vois. Genre, je me dis, c'est une opportunité, il y a des opportunités qu'il faut pas rater, il faut savoir les saisir. Et c'est aussi un trait de personnalité que tu dois avoir quand t'es un combattant. C'est d'accepter un combat. D'accepter. T'es un combattant, tu dois pas toujours attendre d'être totalement prêt ou quoi. Il faut savoir aussi l'agnac et savoir accepter les défis. Et j'aime bien relever les défis, donc j'ai accepté en short notice et c'est comme ça que j'ai signé au One. Ok. Tu vois, il y a un truc que j'aime bien dans le Muay Thai qui fait que c'est un sport singulier, c'est que
c'est un art martial, tu vois, mais c'est plus un sport de contact que les autres arts martiaux, que le karaté, le taekwondo, on parlait du kung-fu tout à l'heure. Donc c'est plus violent, entre guillemets, mais ça reste un art martial. Donc l'esprit est très martial. C'est ça. Donc il y a des rituels, des valeurs, tu vois, c'est quelque chose de très présent. Qui se perd un peu avec le one. Mais... Tu vois, mais c'est très présent. C'est toujours très présent entre les fighters, surtout quand tu regardes un combat d'MMA. L'avant, l'après, c'est toujours différent. En Muay Thai, il y a beaucoup plus de respect. Plus de respect. Tu vois, et c'est ce qui fait que le sport est singulier. Et tu vois, on parle de respect, tu vois. Moi, j'ai pas de souvenir de toi, en pro en tout cas, où tu trash talk le gars avant le combat. Ou à la pesée, ça veut se battre, tu vois. Et donc, j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est le trash talk qui rend l'UFC plus attirant ou, tu vois, pour le public? Bah frère, l'UFC, ça vient de quel pays? Ça vient des States? Les States, c'est quoi? C'est le buzz. Tout pour le clout, le click, c'est normal, tu vois. Et puis c'est très américain, le trash talk. Tu vois, ça a commencé à l'époque avec Mohamed Ali. Avec Mohamed Ali, exactement. T'imagines, je sais pas, tu connais Marcel Sedan, frère, en boxe anglaise en France. Qui va trash talk en France les années, tu vois. Donc c'est l'empreinte américaine, c'est comme ça, c'est le show. Et puis après, le but, c'est de faire rentrer un maximum de dollars. Donc plus les gens regardent, plus il y a du clic, plus l'argent rentre. Donc c'est leur façon de fonctionner. Mais en Thaïlande, c'est différent, tu vois. C'est un art martial. Le MMA, c'est plus un sport à part entière. C'est un sport de combat hybride un peu. Tu vois. Et ça, un sport de combat hybride, mais c'est pas un art martial. Donc je pense que c'est l'esprit américain qui veut ça, tu vois. C'est ça, peut-être ils ont une vision plus marketing, il faut vendre un produit, là où le one, c'est plus une mission de performance. Il faut faire combattre les meilleurs... Exactement, tu fais combattre les meilleurs. C'est pour ça que techniciens. Ce à quoi je te disais tout à l'heure, que le one, je le mets au-dessus que l'UFC, parce que l'UFC, tu sais, souvent, one, t'as les meilleurs combattants. Le meilleur combattant de Muay Thai, il va affronter un autre meilleur combattant de Muay Thai. Tu sais, tu vois le combat, tu sais pas. C'est le choc des titans, carrément. C'est ça, tu sais pas qui va gagner. Le niveau est très très haut, le striking est très très fort. Et tu regardes le striking des mecs de l'UFC, t'entends, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, c'est plus de la lutte, je vois ce que tu veux dire. Et si on revient au trash talk, tu sais, est-ce que toi, pour te motiver avant un combat, est-ce que tu te mets dans un mood où tu détestes un peu ton adversaire, donc tu as vraiment envie de le taper, ou tu es vraiment en mode art martial, c'est de la performance et t'as pas besoin de le détester? Il faut un peu des deux quand même. Il faut un peu des deux. Même si tu le connais pas et qu'il t'a rien fait, c'est quelqu'un qui va qui va vouloir limite te mettre KO, tu vois. Donc il va vouloir te frapper et à la fois prendre ton intégrité physique ou ton intégrité morale. Donc tu es obligé de te défendre vis-à-vis de ça. Donc indirectement, t'as rien contre lui parce qu'il t'a rien fait, mais tu sais ce qu'il va potentiellement te faire. Donc tu te conditionnes et tu peux pas monter en mode oui, c'est juste un art martial. Non. T'es là pour tuer. Gros, tu vois ce que je veux dire? Puis tout le monde va regarder, puis il y a tout ton investissement personnel qui est inclus dedans, le temps que tu as sacrifié et tous les sacrifices que tu as fait. Ton coach tu vois. Qui a sacrifié du temps. Tu vois, donc tu montes, t'es bien, t'as la dalle. En vrai, t'es obligé d'avoir la dalle. Si t'as pas ça, ça sert à rien de faire un sport de combat. Je suis d'accord avec toi. Tu frappes un mec qui t'a rien fait. Même des gens qui comprennent pas ça, on me dit tu fais de la boxe, mais le mec il t'a rien fait. En vrai, dans le fond, tu te bats contre un mec qui t'a rien fait. Pour le plaisir des autres. C'est entertainment en vrai, tu vois. Mais pour les autres, c'est un plaisir. Mais pour nous, c'est notre honneur qui est en jeu. Donc quand ton honneur il est en jeu, frère, crois-moi, t'es obligé d'aller au bout. Tu vas au bout, frère. Tu te donnes les moyens. Vraiment. Tu vois, et quand je préparais l'interview, je suis revenu un peu sur ta carrière. Il y avait des combats que j'avais vus en live et tu vois, des combats que j'ai redécouverts. Et si t'es OK, moi, j'ai pensé à 3 combats où on peut revenir dessus. Moi, je te dis comment on l'a perçu du public. Tu peux me dire comment tu l'as préparé, tu vois, ou même quand tu regardes ton palmarès, ce que tu retiens du combat. Tu vois, le premier combat, c'est le combat contre Danny Djiba, où je dis pas que les combats avant étaient plus faciles, mais il a été présenté en mode comme le premier test de Bambi. Tu vois, Bambi, t'avais un style un peu flashy, tu étais connu pour ton style. On s'est dit, bon, là, il va combattre un vrai tueur. Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi, cet adversaire? Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? En gros, c'était, comme je te disais, j'étais grave attendu. J'étais attendu au tournant, tu vois, donc sorte de classe B, donc semi-pro. Et les gens, ils disent, vas-y. Bon, ça jactait beaucoup. Il choisit ses combats, ceci, cela. C'est un mec d'internet, c'est du. Donc on me disait, il y a un gars là qui se prépare et ça me propose Daniel Djiba. Qui est plus expérimenté que toi à cette époque-là. Beaucoup plus expérimenté, Il était champion France ou Europe, je sais plus, champion de France sûr, et champion d'Europe aussi. Mais c'est un boxeur qui est réputé pour être dur, il mettait pas mal de KO, gros crochets et tout, etc. Donc c'est pile l'opposition qu'il faut pour moi, genre, pour m'éteindre. Pour fermer des bouches aussi. Ouais, c'est ça aussi, tu vois. Donc les gens ils sont en mode, lui, il va calmer Bambi, tu vois. Donc c'est le combat qui était attendu.
on me voyait perdant. Et les gens voulaient me voir perdre. Comme je t'ai dit avant, je faisais un peu le kéké, tu vois, etc. Donc, puis j'avais un buzz qui n'était pas habituel à la boxe thaïlandaise. Je suis d'accord avec toi. Etc. Donc, puis même à l'époque, il y avait Booba qui était derrière WAM et tout, qui me partageait. Donc, et puis à l'époque de 40 000 Gang. Ouais. Donc tout ça avait fait qu'il y avait ce buzz-là. Il y avait une qui était là, émulation on se disait, autour de toi, ouais. Lui, en fait, c'est une arnaque. Il est là parce qu'il connaît Pierre-Paul Jacques, etc. Mais il ne mérite pas d'être là, tu vois. Donc ce combat grave attendu. Mais grosse préparation de ouf. Et franchement, je voyais le combat plus compliqué qu'il ne s'est déroulé, tu vois. Ok. T'étais bien préparé? Ouais, j'étais préparé de ouf. J'étais vraiment préparé à la dure. Franchement, grosse prépa avec le coach. Et le combat logique, quoi, suite à la préparation, tu vois. Donc tu gagnes ce combat et tu fermes les bouches. C'est ça. Deuxième combat qui est intéressant, c'est ton championnat du monde contre Yacoub. Ouais. Je crois que tu boxes à domicile cette fois-là. C'est ça, à domicile. Et donc tu prépares le championnat du monde à domicile. Toi, comment tu l'as vécu un peu ce moment? Est-ce que tu avais plus la pression de jouer à domicile ou au contraire, c'était quelque chose... Gros, j'ai jamais eu autant l'impression de toute ma vie, gros. C'est la première fois que j'ai eu autant la pression dans un combat. Ok. J'ai eu plus la pression que mon tout premier combat. Ok. Déjà, d'une, parce que c'est la première fois que ma mère venait à un combat. Ok. Parce que j'ai toujours voulu éviter qu'elle vienne à des combats, parce que voir ton fils pratiquer un sport de combat, surtout de la boxe thaï, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et je sais que ma mère est très stressée, donc j'ai toujours évité qu'elle vienne à mes combats. Mais là, c'était championnat du monde, à domicile. Même là, j'essaie d'esquiver, mais ses copines venaient. Donc tu étais obligé de... tatas qui venaient, dire hey, on va voir ton fils combattre. Et la semaine, elle me fait, t'as vu, tu veux pas que je vienne alors que mes copines elles vont aller et tout. Je fais bon, vas-y, viens et tout, c'est pas grave, tu vois. Mais je voulais éviter parce que je savais que ça allait mettre une pression à moi. Ouais. Et là, c'est vraiment, je voulais gagner ce combat et mettre toutes les chances de mon côté. Donc, je voulais éviter que ma mère soit là pour moi, m'éviter la pression. Même là, c'était plus pour moi que pour elle, en vrai, tu vois. Et le fait d'avoir cette pression juste là en plus, c'était très dur à gérer. Tu vois, là, c'est mon club qui organisait. Il y a ma mère qui est présente. Tous mes frérots du quartier, ils sont là. Tous mes potes, ils sont là. Les amis d'enfance, les amis du taf. Il y avait des gens du mannequinat. Il y avait des VIP. C'était une grosse orga. Donc la pression était sur moi, mais j'étais le main event de la soirée. Ouais. Donc c'est une grosse pression à gérer. J'ai déjà été main event ailleurs quand j'ai fait mon championnat d'Europe ou quoi, mais tranquille, j'étais plus parti en mode je vais conquérir, tu vois. Ouais. Alors que là, je suis en mode le mec il vient chez WAM, il veut me conquérir, donc là c'est moi qui dois défendre, tu vois. Et tout le monde a misé sur moi, entre guillemets, tu vois. Donc c'était plus la peur de décevoir. Et à partir du moment où tu penses aux autres, tu penses moins à toi, donc la concentration donc elle est plus la même. C'est un autre type de pression sociale. C'est un autre type de pression, tu vois. Donc c'était un combat très très dur à gérer. Et pour moi, c'est le combat que j'ai le plus foiré, tu vois. Ouais. Mais tu finis par gagner, tu gagnes au point. J'ai gagné au point, mais j'ai géré parce que j'ai fait un vieux combat. Ok, ouais. Mais on retient la victoire. Et la ceinture. On se rappelle que du coup. La ceinture, exactement. Et troisième combat qui est un peu intéressant, c'est le combat contre Shakir, l'Égyptien. On en parlait un peu tout à l'heure. C'est mon début du short notice prévu. Au One. Et c'est pas un combat que tu gagnes, mais après, c'est pas une tâche vraiment sur ton palmarès parce que t'es champion du monde après. C'est ça. Tu vois, mais c'est un peu intéressant. Comment tu te relèves d'une défaite? Est-ce que toi, t'es déjà en mode, écoute, tout le monde a perdu, je vais me relever? Ou est-ce que t'es un peu plus atteint? Moi, je suis très atteint par la défaite. Ok. Mais vraiment, parce que d'une, là, quand tu regardes mon palmarès, j'ai que 3 défaites. Sur une trentaine de combats? Je sais plus combien de combats j'ai. Quarantaine, je crois. Quarantaine. Ouais, je sais plus, bref. Mais je suis, rapport à la défaite, très dur. Et cette défaite, je la prends plus tranquillement dans le sens où le One, c'est un nouveau règlement, c'est des nouvelles règles. Ouais. C'est un nouveau pointage, c'est un format complètement différent que le vrai Muay Thai avec les Rogans, etc. Mais les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent pas forcément savoir, mais c'est une approche complètement différente. Et ce combat-là, je le perds parce que je me fais compter. Ok. Mais sur le pointage, je suis largement devant. Le mec, il est bien cogné, tu vois. Et c'est un mec que je connaissais en plus. Et je l'ai bien botté, mais je me fais contrer sur un vieux coude ou quoi, et je tombe et je me fais compter. Et au One, à partir du moment où tu te fais compter, tu perds le combat. Ok. C'est-à-dire, même si tu domines tous les rounds et qu'il reste 30 secondes dans le combat, tu te fais compter, tu perds le combat. Je sais pas pourquoi ils ont inventé cette règle. C'est pour forcer à l'autre à... Tu sais, ils veulent voir de l'action, du sang. Donc je perds ce combat comme ça. Bon, c'est pas grave, je me dis, c'est ma première approche au One, j'étais prévenu il y a 3 jours, j'ai perdu, mon coach n'était pas là, parce que je n'avais pas mon coach d'habitude, j'étais avec mon coach de Thaïlande, mais c'était pas la même chose, tu vois.
Et je perds son combat, mais j'ai mon contrat One et je sais que je vais pouvoir revenir et montrer ce que je veux vraiment. Donc, en vrai, cette défaite, elle m'a pas trop atteint, tu vois. T'as pas atteint. Et puis j'ai envie de te dire, c'est un peu la force des champions de se relever après une Bien sûr, défaite. bien Tu vois, on sûr. parlait tout à l'heure Ouais. de Mohamed Ali, qui est moi et mon athlète all-time, Ouais, bien sûr. qui pareil a été champion. Il a perdu, et Ouais, puis après c'est il a vrai. été champion du monde derrière, des Ouais. années derrière, tu vois, des années sûr. après. Sûr. Donc c'est un peu la force des champions de pouvoir se relever. Bien sûr, carrément. Et pas perdre. Écoute, merci pour ce passage, frérot. Si Non, on normal. clôture un peu le passage Muay Thai pour parler de ton autre métier, tu vois, Yes. t'es mannequin aussi à côté. C'est Mais ça. avant qu'on revienne sur ça, moi j'ai une petite anecdote avec toi, c'est que je me Ouais. rappelle de la je sais plus, même plus l'année, 2017-2018, Ouais. où il y avait une campagne Nike. Ah oui, ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'est Nike, pour que j'explique un peu aux gens, Nike ressort une Air Max. Ouais. Et ils essayent de faire une activation culturelle un peu Bien sûr. qui rend hommage aux banlieues. Ouais. Parce qu'ils ont bien compris que la Air Max, un peu dans la lignée des TN, un peu, c'est très représentatif de Timeless. de la rue, Ouais, tu vois, c'est ça, même c'est de la ça. banlieue, de la Bien rue sûr. en France. Donc ils font une activation culturelle où ils rendent hommage à la banlieue. Et je me rappelle même, ça vendait les chaussures dans les halls d'immeubles. Ah, Je sais pas si tu te rappelles de ça. vrai. Fallait aller au Tarteret, Bien sûr. loin là-bas, là, dans le hall. hall. On s'est dit peut-être on va avoir PNL, je sais pas. Sauf à la Opus. Donc, c'est ça, pour acheter la Air Max. Donc c'était vraiment proche de la banlieue, tu Ouais. vois. Aujourd'hui, ils sont connus Nike pour ça, pour les activations sûr. culturelles. Ils ont fait Ouais, la ils sont canne, forts, hein. la canne des quartiers. Ouais. Même le maillot Ils que savent je... se servir de la culture. C'est ça. Même le maillot que je porte, Air Afrique, des Je collabs. suis pas ils ont- fan tout le temps, mais bon, ils sont malins, quoi. Ils sont malins, tu vois. Même présenter les chaussures en Côte d'Ivoire et tout, c'est lourd. Mais Ouais. à cette époque de ta campagne, c'était la première fois que je les voyais faire ça. C'était la première fois. Donc j'étais choqué. Et Et donc l'impact était incroyable. c'était lourd. Et toi, tu as été choisi pour représenter ton département. 92, Tu ouais. vois. Est-ce que tu peux revenir un peu comment ça te propose ça et comment tu reçois cette proposition? Comment je reçois cette proposition? Oh, c'est étonnant. Je reçois un DM sur Instagram. Ok. Et en plus, c'est un compte pas trop connu. Il y a un gars qui m'écrit: ouais, putain, lourd ce que tu fais, j'aime trop, etc. Je bosse avec Yard, on va bosser sur la prochaine campagne Air Max 170. On a pensé à toi pour représenter le 92. Et le mec, t'es 300 followers. Tu vois. Je dis: ouais, c'est quoi? C'est T'as pris ça pour un scam au qui ce début? briscard là? C'est un mytho ou ouais. Après, je réponds, tac tac, je vois le mec qui m'envoie un dossier de presse, un truc bien établi, un truc propre. Je me dis: ah, là, ça doit être sérieux et tout. Je commence à parler avec lui. 2 jours après, il me dit: voilà, c'est ça le contrat, tac, on veut faire ça. Genre, les droits d'image, c'est ça, ce sera exposé, ça. Ce sera publié dans tel endroit, métro, truc. Je fais: waouh. Je fais: ok, bah, gros, tout droit. Je suis chaud de ouf. Donc, c'est comme ça, premier contact sur Instagram, on échange et après, on se contacte et il m'explique le projet et j'accepte et ils viennent en bas de chez moi. Ça shoot dans mon quartier. Ouais. Je me rappelle de la vidéo ça shoot sur dans Click, mon- je crois, dans ton quartier. Ouais, c'est ça aussi. Il y avait la Mhm. vidéo sur Click, ça shoot dans mon quartier et tout. Et de là, j'étais pas encore mannequin, j'étais pas signé, donc je connaissais pas vraiment ce milieu-là. Puis là, c'est pas vraiment du mannequinat, mais Ouais. c'est une première approche. Ça reste de l'image. Ouais, je sais ce que tu veux dire. C'est de l'image. Et je shoot en bas de mon quartier, grosse équipe qui vient en bas de chez moi, etc. Et plus de nouvelles pendant 1 mois, 2 mois. Je me dis: ah, ils m'ont douillé, quoi. Je me dis: c'est pas normal. Et du jour au lendemain, je me réveille, je vois mon Instagram, dinguerie. Métro, tram. Ah, t'étais La pas au courant de la Défense, date j'étais de pas au lancement? courant. Ils avaient pas annoncé la date. Ouais. Maintenant que je suis mannequin, ils annoncent jamais quand les trucs Mhm. sortent. Ils m'avaient pas prévenu des utilisations. Enfin, ils Mhm. m'avaient dit un peu où ça serait, mais que ce serait dans tous les métros Les métros, parisiens, ok, tu etc. sais pas. T'imagines toutes les personnes qui prennent le métro, qui me connaissent, qui me snap, qui me tag dans leur story, qui me Ouais, truc. ouais. C'était une dinguerie, vraiment. Et là, vraiment, c'est cette campagne qui m'a fait passer un step. Tu vois, Ok. genre vraiment juste parce que il y avait eu un gros impact, un gros retour. Et la vidéo sur Click, elle avait bien buzzé aussi. Ouais, elle était donc, cool, la campagne. Ouais, franchement. Puis tu sais, j'étais jeune, j'étais au début de ma carrière, donc j'étais vrai, tu vois. Donc c'est ce côté-là qui est ressorti parce que les gens, moi, si tu veux, sur les réseaux sociaux, je suis assez visible, mais on me connaît pas personnellement parce que j'aime pas parler de ma vie privée. Personne connaît ma vie privée et je m'ouvre pas forcément. Je montre ce que je fais, mais je montre pas forcément qui je suis. Et là, c'était plus introspectif et les gens étaient bien intéressés sur ce truc-là, tu vois. Ok. Et ça avait bien touché les gens. Et puis même les gens se sont sentis concernés parce que c'est comme tu as dit, c'était très culturel. Et il y a eu un engouement incroyable. Ouais, je me rappelle, elle était cool, la était cool. campagne. Ouais. Et donc, la transition est parfaite. Tu vois, Ouais, après, grave. tu deviens mannequin. Ouais. Comment tu commences, toi, le mannequin? Pareil, Instagram aussi. Franchement, Instagram, je reçois un DM de mon agent, qui est toujours mon agent aussi, et il m'écrit pareil. C'était le jour. Non, il m'écrit en 2018, jour de la finale de la Coupe du Monde, quand on est champion du monde. Ouais. Et je suis au resto, ou dans un bar, je sais plus, je regarde la finale et je vois son DM.
Et en plus, mon agent, il est espagnol. Donc, tu vois, il m'écrit un message avec bourré de fautes d'orthographe. Je me dis, c'est qui ce boug là? Il sort de nulle part. Il me dit, je suis agent. J'aime trop ce que tu fais aussi, pareil. Lui, je réponds pas parce que là, j'ai vraiment cru que c'était de la douille. En plus, tu connais dans le mannequinat. Ouais, je vois totalement. Un mec qui t'écrit, tu vois, photo torse nu un peu, tu te dis, ah, bizarre. Et il me réécrit un autre jour. Et là, je me dis, vas-y, peut-être, je réponds, je vois. Donc, je réponds, on échange, etc. On s'échange nos WhatsApp, on s'appelle. Et je vois que le mec est super carré, super sérieux. Il me propose à des agences. Il m'envoie dans 2-3 agences parisiennes. Et il y a une agence qui me recale et 2 autres agences qui m'acceptent. Au final, j'ai choisi une des 2 et c'est comme ça que je commence. Tu vois. Ok. Donc, je commence je signe avec lui en juin. Il voulait que je fasse. Mais après, moi, j'étais en Thaïlande pendant un moment, donc je reviens en décembre et je commence en janvier. Et c'est pile poil la période de la Fashion Week, donc je commence à faire les castings. C'est comme ça que je suis rentré dedans, quoi, tu vois. Ok, je vois totalement. Et ça me fait rire parce que quand je préparais cette interview, je savais que je voulais parler avec toi. Ouais. Tu vois, j'ai demandé au frérot qu'on a en commun, Cédric, dédicace à Cédric, tu vois. Cédric. Parce que j'avais ton Insta, mais je n'avais pas ton numéro. Ok. Donc je dis à Cédric, ouais, il faut que je parle à Bambi et tout. Et il me dit, ouais, il n'est pas à Paris en ce moment, mais vas-y, toi et moi, on s'appelle et tu m'expliques. Yes. Et quand il me dit, t'es pas à Paris, je lui dis, attends, Bambi, est-ce qu'il est en Thaïlande en train de cogner des gens ou est-ce qu'il est à Milan pour la Fashion Week? Il m'a dit, t'as compris son lifestyle, frérot, mais là, c'est pour la mode, donc il rentre la semaine prochaine. Ouais. Et du coup, toi, comment tu gères tes agendas tu vois, avec tes 2 activités, comment tu gères tes agendas au quotidien? C'est quoi ton quotidien? C'est assez compliqué, surtout que c'est très intense et très fatigant. Mais voilà, je suis au mieux et puis c'est moi qui ai choisi de me mettre dans cette position-là, donc je ne me plains pas en vrai, tu vois. Mais je suis content de faire ce que je fais aujourd'hui et je suis surtout très heureux de vivre de ma passion et de dépendre de personne. Et ça, aujourd'hui, c'est un luxe, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu vois. Mais en contrepartie, tu dois te donner les moyens et consacrer du temps, de l'énergie, de l'envie, de la passion. Et réussir à gérer avec aussi ta famille à côté et puis avoir du temps pour ce que tu as à faire, enfin tes besoins perso et ton organisation. Donc c'est pas toujours simple, c'est même dur, mais c'est ma routine. Donc la routine, tu trouves toujours ton rythme. Ok. Donc j'ai trouvé mon rythme, mais c'est vrai que parfois j'ai du mal moi-même à lever le pied, prendre des jours off, etc. Parce que dès que je rentre le lendemain, je vais à l'entraînement. Je travaille par exemple une semaine, je rentre, je retourne en entraînement, tu sais, c'est compliqué. Et puis j'ai un petit garçon, donc aussi je suis boxeur, mannequin et papa. Et papa. Vois, donc c'est compliqué en vrai. Donc faut trouver du temps pour ton garçon. C'est ça. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que ça fait ta singularité, c'est que tu fais un peu la jonction entre les 2 mondes. C'est ça. T'as vu, moi je t'ai vu défiler avec un short de boxe. Ouais. Je t'ai vu rentrer dans un combat avec un peignoir Casablanca. Ouais, aussi. D'ailleurs, lourd le peignoir. Ouais, tu vois, donc tu fais la jonction entre les 2. Ouais, Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir un combat qui chevauche un peu ton shoot et d'arriver au shoot, genre il faut te maquiller parce que t'as pris un coup? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai des options. Enfin, options, c'est quand j'ai des propositions pour le taf, en même temps que j'ai des grosses préparations. Ouais, donc c'est pas le moment. Ça m'arrive énormément. Et comme par hasard, les meilleures options, elles tombent quand je suis en prépa. Avec les meilleurs contrats, le meilleur cachet, ça arrive quand j'ai pas envie, je peux plus bouger et que je dois rester concentré pour la prépa. Ça m'est arrivé genre un nombre incalculable de fois. Et c'est plus sur cet aspect-là que l'aspect physique même qui me dérange plus, tu vois. Okay. Parce que là, tu te dis, je vais rater ça, mais tu vois. Et moi, la passion la plus profonde, là où il y a la flamme vraiment, c'est la boxe thaï. Ouais, je comprends. Je kiffe énormément la mode, mais la boxe, c'est différent. Tu sais, c'est un truc de jeunesse où tu as envie de te prouver d'abord à toi-même et prouver aux autres. Donc, tu dois te donner les moyens. Et j'ai raté beaucoup d'argent à cause de la boxe. Tu vois. Mais oui, ça m'est déjà arrivé d'arriver gonflé à des castings. Ouais. Ça m'est arrivé une fois. Ça. Ok. Qu'une fois, ça prouve que t'as... ça m'est arrivé une fois. Ça prouve que tu prends pas beaucoup. J'espère que ça m'arrivera plus jamais. Tu vois. Ça m'est arrivé en 2019, finale de championnat de France, quand je suis champion de France en 2019. Ouais. Et dernier round, je prends un coup de coude dans l'œil. Mon œil gonflé. Une semaine après, je dois aller à Milan pour la Fashion Week. Et j'avais déjà fait le show Versace la saison d'avant. Okay. Et quand tu fais déjà un show, t'es déjà en option pour le prochain show. Donc j'étais presque confirmé pour le prochain show. Je vais aller essayer mon look, j'arrive au look, j'avais des lunettes dessus. Il y a Donatella, elle est là et tout, Donatella Versace. Ouais. J'enlève, il y a le directeur de casting, il fait fou, comment ça? Bambi, what happened? J'avais un combat la semaine dernière, mais j'ai gagné et tout. Genre ça a changé un truc. Il m'a dit, c'est gros, c'est chaud. Mon agent il m'a appelé, il m'a dit, t'es off. Cette fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y avait du sang dans l'œil, bleu comme as. Non, pas possible. Mais
beau souvenir, belle expérience. Ouais, Et puis, c'est tu vois, cool. au final, ça fait des belles anecdotes. Mais comme je te dis, le truc le plus relou, c'est quand t'as la jonction entre les deux. Ouais. En tout cas, je suis très content d'avoir cette symbiose des deux, tu vois, de la mode et de la boxe thaï. Et surtout de le représenter comme je le fais. Je suis content Ouais. En fait, j'ai l'impression que tu mets la même discipline dans les deux, Ouais. tu vois. Ouais. Mais est-ce que la mode, c'est un moyen, tu sais, pour rester... Tu sais, en boxe, on sait qu'il y a souvent des soucis de poids. Ouais. Est-ce que le fait de faire de la mode à côté, ça t'aide à être au poids toute l'année ou est-ce que c'est... non, Aussi, c'est plus du kiff? c'est un métier d'image. Ouais. C'est ton image qui ressort. Donc, si demain, t'es beau gosse et le lendemain, t'es gros... Enfin, tu comprends ce que je veux dire? On va Ouais. dire, ah putain, lui, il a pris du poids. Donc, t'es obligé de faire attention. Et ça t'impose d'avoir cette discipline, tu vois. À l'entraînement, si t'es pas régulier, si tu varies trop sur ton poids, tu vas le sentir à l'entraînement. Et physiquement, ça va se voir aussi quand tu fais des photos. Donc je suis bloqué entre ces deux trucs où tu dois constamment être discipliné. Tu vois. Ok. Aller courir, faire gaffe à ce que tu manges. Après, bien sûr, je me lâche comme tout le monde. Tu vois, pas non plus, je suis pas CR7. Mais c'est vrai que ça t'aide à te discipliner parce que surtout quand tu vois une photo de toi qui va être exposée, Ouais, que ce soit une t'as belle envie photo, frère. d'être en shape, je vois ce que tu veux dire. Frérot, si t'as une photo de toi qui sort, tout le monde te voit. Non, tu vois, tu fais gaffe à ton image, donc t'es obligé de faire gaffe. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et on parlait de mode, on a parlé de Versace. Ouais. Est-ce que toi, t'as eu une marque, un défilé ou un shoot que t'as vraiment kiffé parce que tu portais la marque quand t'étais plus jeune et le fait de travailler avec eux, c'était Déjà, de un base, kiff à encore l'époque, plus. à Versace, c'était encore Versace d'avant, c'était mon rêve de travailler avec cette marque. Ok. Et je travaille avec cette marque par pur hasard. Genre, ça arrivait comme ça, j'ai travaillé pour eux sans faire de casting, C'était un direct booking. J'ai fait un casting, oui et non. En fait, j'ai fait un casting pour une autre marque. Ouais. Et ce directeur de casting était directeur de casting pour Versace. Et moi, j'arrive dans le truc de mannequinat, je connais personne. Je vois une file d'attente de je sais pas combien de... J'arrive devant le directeur de casting. Et il y a un mec dans l'équipe qui m'en connaît de la boxe. Ok. Donc il est en mode, ah, Bambi, boxeur et tout. Hein. Donc leur chef de directeur de casting, il dit, ah, toi, tu fais de la boxe. Donc il me prend derrière, il me fait passer devant tout le monde, il me prend en photo. Et il me dit, ouais, semaine prochaine, on t'attend, enfin, on va dire à ton agence, etc. Je rentre chez moi, la bouqueuse, elle m'appelle, Lily. Lily, elle m'appelle. Elle me dit, il y a Pierre Giorgio. Pierre Giorgio, c'est un gros directeur de casting. C'est le plus gros directeur de casting. Ok, c'est un Italien. C'est un Italien. Ok. Mais c'est the directeur de casting, vraiment, de toutes les grosses marques. 80% du marché, c'est lui qui le contrôle. C'est lui qui fait le cast pour ces marques-là. Donc ce mec-là me repère et dit à mon agence qu'on veut Bambi pour le défilé de Versace. Comme ma vie, il avait déjà en tête la collection, parce qu'eux, ils sont très physionomistes, ils savent quelle collection va, quel truc, quelle sorte de mannequin ils veulent. Donc ma bookeuse, elle m'appelle, elle me dit, ouais, il y a Pierre Giorgio, ils veulent t'envoyer en Italie pour que tu ailles essayer ton look pour le défilé qui est prévu la semaine prochaine. Et t'es déjà presque confirmé. Je sais pas ce que t'as fait et tout. Je fais, ah non, je sais pas, mais je lui ai un rendez-vous, moi j'ai rien fait, tu vois. Donc je fly en Italie, j'essaye les vêtements, je reviens en France. Et 2 jours après, on me fait revoyager en Italie. Et là, je suis confirmé pour le show et je fais le défilé comme ça avec le short. Ah, c'était ton premier défilé, le short de boxe? C'était mon tout premier défilé. Ok. Ouais. Ok, c'est une belle anecdote. Donc, tu vois, genre, je commence le mannequinat, je représente mon sport. Et t'es dans Versace Je suis directement? dans Versace. C'est le meilleur moyen de commencer, tu vois. Vraiment, ça m'a mis des étoiles dans les yeux, frère, tu vois. Et j'arrive derrière, tu vois, les Bella Hadid, tu vois... comment ça s'appelle le truc Jenner, là, tu sais, le Qui ça? gros gratin. Kylie Jenner? Ouais. Ah ouais, j'ai capté. Tu vois le gros gratin directement, Ouais. t'arrives, tu connais personne, tu vois, genre les gens que t'as vu que à la télé ou enfin les stars d'internet, tu vois, genre. Donc premier abord très C'est une belle première expérience. Exceptionnel. Ok. Ouais. Ok. Et tu vois, là, on a parlé de la boxe, de la mode, mais il y a un autre univers, tu vois, qui colle un peu à la peau de Bambi quand on entend ton nom, c'est le rap. Ouais. Tu vois, t'es souvent cité dans les musiques. Je connais. Là, en tête, j'ai un son de Polak. Où il parle de toi. Il y avait l'époque avec Benache aussi. Benache aussi, ouais. Je sais plus si c'est Benache en solo ou 40 000 gangs. Ouais. 40 000 gangs et aussi le son avec Booba. C'est ça. Où tu es dans les clips, soit il parle de toi. Ouais. Tu vois, et si on revient sur Validé, tu vois, c'est certainement celui qui a eu le plus de succès. Ouais. Et je crois que t'es cité parce que t'étais un peu impliqué dans le morceau. Oui, ouais, Est-ce que tu peux revenir un peu sur la genèse du morceau, peut-être l'histoire de comment tu t'es impliqué dans un morceau? Bah, en gros, si tu veux, c'était à l'époque. Benache venait de sortir son album. Non, c'est Booba qui sortait son album. Ouais. Et il était sur je sais plus sur quel son, il avait déjà un feat avec Benache. Et on était à la maison, Kamas, et je sais plus, on était chez moi ou je sais plus ce qu'on faisait.
Et c'était à l'époque où l'afro commençait à arriver. À Paris, avec, Ouais. en France, tu vois, avec MHD, trucs. Sauf que moi, l'afro, je connais depuis que je suis gamin. Ouais. Donc, C'est j'ai comme toujours Cédric, été- toi, tu préfères Ouais. l'afro. Cédric, musicalement, c'est mon gars. Ouais, totalement. Toi, je le vois totalement. Zouglou. Ouais, il adore le Zouglou, frère. Cédric, musicalement, de par son âge, ça m'impressionne, Mm. sa culture musicale. Mm. Mais bref, tu vois, genre, en gros, je fais écouter un son malien de Sidiki Diabaté. Il y en a Fide Bena, le son, en gros, et c'est la version. Le son qu'ils qui a ont été fait. repris pour Qui a faire été valider. repris. Ouais. Je le fais écouter à Bena, je lui dis, t'as vu les sons comme ça? C'est des sons comme ça qu'il faut commencer à écouter pour que tu puisses un peu, tu vois, c'est ce qui va marcher dans quelques années. Il écoute le son, il a une claque de ouf. Il fait quoi? Il voit de ça, Booba, il lui transfère le son, le lien YouTube. Booba écoute le son, il dit, wow, c'est quoi cette dinguerie? Genre, il lui répond, et genre, 4 heures après, il a une version modifiée avec son couplet. Ok. C'est une dinguerie. Et il dit, ouais, ça, c'est le prochain. Il a dit, c'est le hit de mon prochain album. De Néro Nemesis. Néro Nemesis. C'est-à-dire, il y avait Neuf de Viron Et il y avait validé. et il y a Validé. Et je Parce crois que qu'ils sont pour lui- validés en premier. Ouais, pour lui, c'était le hit qui va passer en radio. Parce que Mm. Neuf de Viron, c'est le hit de Néro Nemesis. Mais Validé, c'est le hit qui va le faire tourner en radio. Ouais. Repris par les meufs. Truc d'un c'est un son love, genre que les meufs vont kiffer, tu vois. Et il kiffe le son Kamas. Et en gros, si tu veux, Sidiki Diabaté, il fait du son avec ma cousine qui est une griotte. Une griotte, c'est une chanteuse malienne. Ouais. Je vois totalement. Tira Kouyaté. Mm. Tu connais. Et en gros, je me démène pour pouvoir le contacter, pour qu'il puisse échanger, pour qu'il puisse faire le remix et potentiellement lui soit dessus. Mais j'arrive pas à le joindre. J'appelle mon cousin qui est en contact avec lui. Et puis lui, quand je lui explique, apparemment ça arrive à ses oreilles, mais il y croit pas. Ah ouais, il y croit pas. Il y croit pas que Booba a fait un remix de son son et il croit que c'est du mytho. Donc au final, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de contact qui se fait. Et le son il sort et là il voit que. Tu vois, et après ils ont pris contact tous les deux. Tu vois. Ok. Mais je suis à l'origine, entre guillemets, du. T'es à la genèse du son. morceau, tu vois. Et c'est ça qui fait que t'es cité dans le morceau. Donc si j'étais plus intelligent, j'aurais mis des bails de contrat à l'époque, tu vois. Donc en contrepartie, j'ai dit les gars, moi j'ai rien à gratter, mais juste mettez mon blase dedans. tu vois. D'accord. Donc d'où le. Bompara-Kouyaté. J'appelle Bompara-Kouyaté. C'est ça. Exactement. Et tu vois, ça a un peu donné une couleur à la suite de la carrière de Benach, parce que tu vois, l'interview avant toi, j'étais avec DSK. Ouais. DSK en 2 bits, qui lui est un beatmaker très bon Ce dans son a l'afro. changé la carrière de Benach. C'est ça. Et même son premier album, il y avait plus de sonorités afro derrière. Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc ça a donné Et une je faisais couleur. écouter beaucoup de sons afro à l'époque. Moi, j'écoutais que. J'écoute beaucoup ça. Beaucoup. Énormément. Et ça a donné toute une couleur. J'ai envie de dire à la musique en France. Bien sûr, L'afro, bien sûr. après, tout le monde a Ça a mis une claque. retrouvé à Validé faire quand de- c'est sorti, ça a mis une claque. On a 2015. commencé à faire de l'afro. C'était il y a 10 ans. 2015. Et c'est l'époque un peu avant MHD ou autour de Ouais, MHD. c'était truc comme ça. Tu sais, Ouais. C'est l'âge d'or de l'afro. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'âge d'or de l'afro et 9 de I, c'était. Et tu vois, c'était une Booba école arrivait de avec fou. un son afro Kamas. Ouais. Les gens, ils ont rien compris. Ouais. Ouais. Et tu vois, donc là, on a parlé de reconnaissance un peu dans le rap, tu vois. Et donc, tu es reconnu dans le rap. Tu as fait une campagne avec Nike pour représenter ton département. Bah, t'as vu, ça arrive un peu dans tous les sens. Tu vois, c'est ça que. Ouais. Tu es champion du monde chez toi. Est-ce que à un moment, tu réalises... est-ce que tu acceptes l'étiquette de, j'ai envie de te dire, digne représentant de ta ville ou grande chez toi, modèle pour les plus jeunes de ta ville? Oui et non, parce que justement, c'est pour ça que même j'ai pris dernièrement un peu de distance avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a voulu me mettre une étiquette de l'exemple, ou Ouais. etc. Ça, c'est Moi, un peu dû au fait que tu es sportif. Oui, voilà. Et quand tu es sportif, tu as une certaine discipline à avoir, donc tu as indirectement un exemple. Tu as beaucoup de jeunes qui vont se référencer à toi, surtout s'ils font le même sport que toi. Ça, je l'accepte, tu vois, mais je veux pas être pris comme porte-étendard de, tu vois, genre, moi, je suis juste un humain qui fait ce qu'il sait faire Ok. du mieux possible. Et j'aime bien avoir ma tranquillité, et ma vie privée, mon côté perso, tu vois. Et ce qui se perd aujourd'hui, c'est surtout avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde a envie d'être un exemple. Je vois ce que tu veux dire. Tout le monde veut demain être exemple de ci, si les champions, bah lui, nanana. Tout le monde va avoir une communauté, tout le monde veut être suivi. Moi, juste inspirer les plus jeunes, si j'arrive à les inspirer d'une façon quelconque et faire en sorte qu'ils soient meilleurs dans leur vie perso, tant mieux, mais je veux pas être un exemple ou quoi. Enfin, je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Totalement. Je pense que tu inspires en étant toi-même sans surjouer C'est ça, exactement. Je suis le juste rôle de moi-même, tu vois. grand. Et souvent même, c'est pour ça que même indirectement, t'as tellement de gens qui ont cru que j'allais faire des séminaires, être coach ou truc, mais c'est pas un truc qui m'intéresse moi. Juste faire de la boxe, être champion, montrer que je suis le meilleur. J'ai pas spécialement envie de te dire quoi faire, comment faire des vidéos. Et c'est ton parcours qui inspire les gens. C'est Voilà, pas juste, ton- juste que mon parcours inspire, c'est tout. Et je veux pas avoir cette étiquette de oui, on va suivre lui parce que non, tu vois, genre, Ok.
Je suis un homme, je fais des erreurs comme tout le monde, tu vois. Je vois totalement ce que tu veux dire. Donc, Et je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. Puis cette génération, moi, tu sais, tout le monde est coach, tout le monde est ci, tout le monde est ça, tout le monde veut être influenceur. Et moi, et vu que j'ai eu beaucoup de buzz d'un coup, Ouais. et maintenant, plus je prends de l'âge, j'essaie de prendre du recul. Alors, tu sais, à l'époque qu'on parle de tout ça, il y a 10 ans, tu vois, j'avais 20, 21 ans. Ouais. On me reconnaissait grave dans la rue, et c'est un truc, tu sais, quand t'es jeune, tu vois, ça peut te monter à la tête un peu. Ça te monte à la tête complètement. Tu sors en soirée, t'es avec tes potes, hein, ça te demande des photos et tout. Franchement, je commence à kiffer ce truc-là. Mais là, plus je prends de l'âge, plus je prends distance avec tu vois. Ok, je comprends ce que tu veux dire et on se rejoint un peu parce que tu vois ce média, le média Savoir-être, tu vois pourquoi il s'appelle Savoir-être, c'est parce que au moment où je le crée, j'ai un de mes amis d'enfance qui se suicide. Donc c'est un gros choc, tu vois, pour moi. Je pensais jamais mourir sur ça, mais donc j'ai un gars moi qui se suicide et donc je me dis, on a raté des trucs avec lui. Bien sûr. Donc à cette époque, je parlais beaucoup avec John, le frérot John Babin. Ouais. On a raté quelque chose avec lui. Il faut qu'on soit plus présent. Donc je me suis dit, je vais faire des podcasts pour parler de santé mentale, pour parler de développement personnel. Mais j'ai vite vu que c'était pas ma personnalité de donner des conseils. Ouais, c'est ça. Je suis pas coach, je suis pas psy. Ouais. J'ai vite vu que c'était pas ma personnalité. Donc je me suis dit, je vais faire des interviews avec des gens impactants, des gens inspirants. Ils vont revenir sur leur parcours et aux gens de s'inspirer de leur parcours. Bien sûr. Mais on va pas être moralisateur, on va pas dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas moi, faire. C'est dans ton montre un parcours et ce rôle-là, j'ai pas envie de l'avoir. Ouais. Ouais. Donc on se rejoint et merci pour ton partage. Frérot, je crois qu'on a parlé presque 3 quarts d'heure là. Ah ouais, on arrive au dernier moment de l'interview, le moment un peu plus fun, où le but c'est de te connaître un peu, où je te donne 2 options ou 2 noms et tu me dis instinctivement ce que tu préfères, tu vois, ce qui te parle le plus. Dans la boxe, est-ce que tu préfères gagner par Mélenchon ou Le Pen? Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Mais t'as capté le délire. Capté le principe. Dans la boxe, toi, est-ce que tu préfères gagner par KO dans une guerre ou gagner au point dans un combat que tu maîtrises avec ton style? Gagner au point avec un combat que je maîtrise avec du style. Après, je comprends. Parce que c'est là que tu t'exprimes vraiment, c'est là que tu montres le bon. Tu peux gagner par KO, par chance. Un combat, un mauvais coup, tu gagnes, mais... Tu vois, on sait pas si vraiment. Alors que là, si tu gagnes avec le style, tu montres que tu as maîtrisé ton art, donc je préfère gagner avec le style, ouais. Je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que tu es plus à l'aise quand tu es outsider ou quand tu es favori à la maison? Outsider, oh là là. Bah, mon championnat du monde, j'étais favori? J'étais favori. Ouais. Non, quand je suis challenger. Challenger? Quand je suis challenger, frère, j'ai trop de ouf. Je dis à lui, il faut que je lui arrache la tête. Mais quand je suis outsider, tu sais, t'as pas à défendre. Donc déjà, l'approche, psychologiquement, c'est une dinguerie. Comment c'est. Ça te met une pression en plus d'être favori, en fait. C'est une pression en plus, mais ça impacte ta performance. Si tu n'arrives pas à gérer ce truc-là, ça impacte ta performance. Ok. C'est parce que tu dois défendre quelque chose que tu as déjà. Alors que quand tu es challenger, tu as moins à perdre. Après aussi, tu es pauvre et que tu vas chercher de l'oseille. Tu vas tout faire pour gagner de l'argent. Alors que quand tu as de l'argent, c'est facile de perdre de l'argent. Je vois totalement ce que tu veux dire. Tu vois, c'est juste ça le truc. Tu vois. Ok. Et merci pour ça. Et avant un fight, toi, est-ce que tu es plus en mode thaïlandais, donc silence où c'est un moment un peu sacré, ou est-ce que tu as besoin d'écouter de la musique, d'avoir du rap? Je suis silencieux, je parle à personne, je suis dans ma bulle, je suis concentré, je m'assois, je ferme les yeux, je suis archi détendu. Ok. La musique et tout, les gens s'ils me parlent, je suis très froid genre avant les combats. Ok, ouais, t'as besoin que tu sois calme. Je suis dans ma bulle, ouais, je suis très très calme. Ok. Et là, on parle beaucoup de fight. Est-ce que tu préfères avoir une carrière à la Floyd Mayweather ou une carrière à la Terence Crawford? En fait, l'opposition des deux, c'est que t'en as un qui est potentiellement plus reconnu par le public. Terence Crawford. Et il y en a un qui est plus reconnu par ses pairs. Et c'est le cas de Terence Crawford. Terence Crawford. Tu vois, tu préfères la carrière à Terence Crawford. Et puis même toutes les polémiques qu'il y a autour de Mayweather, non, franchement, le sportif, incroyable, mais l'humain, en dehors. Tu parlais de Mohamed Ali tout à l'heure. Ce qui a été fort avec lui, c'est que c'est un champion dans le ring et surtout en dehors. Ouais. C'est pour ça que tu parles. C'est pour ça qu'on se rappelle de lui. Ouais. Mayweather, c'est un champion dans le ring et c'est un champion que dans le ring. Ouais. Dehors, il n'y a rien à prendre de ce mec-là, tu vois. Ouais, la force de son personnage, c'est qu'il est clivant, mais humainement, même moi, déjà, il ne dit pas grand-chose, tu vois. Moi, il me dit rien. Franchement, personnellement, il me dit rien. Okay. Et Terence Crawford, belle histoire et belle carrière. Et même la personnalité, personnage très discret, comme j'aime, tu vois. Il vient d'annoncer sa retraite, là, en plus. Exactement. Pour moi, il part comme un GOAT. Il part comme un GOAT. Il est au nom... Il fera pas le combat de 30, en tout cas. Tu vois, il a raison. Il part comme un GOAT. Il a son nom à côté de tous les autres avec GOAT. Des millions.
censé être affiché à faire le kéké, tu vois. Ouais, sans être trop C'est ce que les gens oublient aujourd'hui, c'est que les gens ils pensent que pour gagner de l'argent aujourd'hui, t'es obligé d'être bankable mais du mauvais côté. Ouais. De faire du clout, de te faire remarquer, d'être extravagant, de faire du bruit, mais tu peux très bien respecter ton image et rester toi-même. Et rester toi-même. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre aujourd'hui, tu vois. Tu vois, c'est marrant qu'on parle de Mayweather parce que comme toi, humainement, je suis pas le plus grand fan, mais je trouve que dans la boxe, vous avez des similitudes. Je trouve que vous avez une façon bien à vous de frustrer l'adversaire. Oui, ça aussi, ouais. Par contre, vous avez un style. Dans le ring, j'en ai regardé des combats, je me suis inspiré de lui. Tu vois. Ouais. Il est très très fort, les esquives, franchement. Les esquives, la gestion de la distance. On peut dire ce qu'on veut, mais sportivement, c'est un GOAT, ce mec. Ouais. Tu sais, il a fait, je sais pas combien, il a battu tout le monde. Il a pas une égratignure. Il a affronté les plus gros tueurs, les plus gros cogneurs. Il a pas un coquard, le mec. Ouais. Ça, c'est une dinguerie. Je crois qu'il a signé qu'une fois dans sa carrière pro. Par contre, ça, c'est incroyable. Parce que Mohamed Ali, il en a pris des KO. Il en a pris des méchants KO. Mais Weather, il a pris aucun mauvais coup, à part un ou deux, mais c'est incroyable. C'est incroyable. La première fois qu'il s'est ouvert, c'était peut-être son 46e combat ou 45e Donc combat. La carrière, incroyable. Ouais. Tu vois. Mais le personnage, une autre approche. Je préfère d'autres personnes. Voilà, moi aussi. Et tu sais, dans le fight, est-ce que tu préfères fight en France ou fight en Thaïlande avec les rituels? Tu préfères fight en France? En France. Même là, ça me manque énormément de combattre en France. Okay. Avoir les amis, la famille qui viennent te soutenir, juste les gens qui sont fans de toi, etc. D'entendre qu'on scande ton nom. Là, t'es toujours en territoire ennemi. Un petit peu, tu vois. Je sais pas, ils aiment pas trop les Renois, j'ai l'impression. À chaque fois, j'y vais, ça va. Dès que je reçois un coup, en plus, tu sais, l'ambiance de la boxage, t'es déjà allé dans un gala de boxe en France. Dès qu'il y a un coup, tu sais, ça scande le coup. C'est animal, ouais. Et en gros, si tu veux, moi, quand je reçois un coup, t'as tout le public qui crie. Moi, dès que j'en mets un, y a pas de bruit. Donc, juste ça, de te sentir soutenu, et puis même d'avoir des proches qui suivent ton parcours. Ouais. C'est une plus-value de ouf. Là, t'as 12 heures d'avion. T'as le jet lag. Personne va suivre. Ouais. À part un ou deux potes archi déter qui a les moyens de te suivre, de payer un billet d'avion, de payer l'hôtel. Donc, tu vois, c'est plus compliqué. Après, si ça me dérangerait pas de faire un combat. Mais là, t'es show One Championship, c'est constamment à l'étranger. Donc, c'est plus compliqué. Mais combattre à Paris, fort. Ok. Ah non, ça me manque de ouf, carrément. Ok. Et tu sais, on parlait de fighter. Pour toi, qu'est-ce qui fait un fighter d'exception? Est-ce que c'est son instinct et ce qu'il a dîné, ou au contraire, c'est plus les heures de travail et la discipline qu'il a mis à peaufiner son art? Comme on dit, le travail dur bat toujours le talent. Mais si tu as le talent et que tu travailles dur, t'as tout gagné. Ok. Donc si tu es talentueux et que tu travailles comme il faut et que tu as la déter, franchement, c'est mieux d'être acharné de travail que plutôt talentueux. Ok. C'est des gens qui disent que tu peux ne pas être un prodige à la base. Mais si tu es un grand bosseur, tu iras peut-être plus loin que le gars qui est prodige. Ça, c'est même pas que par rapport à la boxe. C'est comme dans tout. Regarde Ronaldinho, regarde Neymar. Ouais. Frère, est-ce qu'il y a plus talentueux que ces mecs-là? Non. Jamais. Mais pourtant... Ça me fait plaisir que tu parles de Neymar. Neymar, c'est mon gars. Moi, c'est CR7, mon gars. Parce que lui, il avait pas trop de talent, mais tu vois... Ah ouais? Enfin, il a le talent quand même. Ouais, oui, mais il s'est illustré. Ce mec-là, il m'a tellement inspiré, gros. Il s'est illustré par sa discipline. Ouais, c'est ça, tu vois. Là, c'est la preuve vivante que... Ouais. Parce que avec la même charge de travail, je pense que Neymar est beaucoup plus fort que Cristiano. Mais c'est pas un truc qu'il a en lui. Avec la même discipline, je pense qu'il serait beaucoup plus fort que Cristiano. Il aurait pu. Pour moi, il est plus fort, mais on va pas avoir ce débat. Là, il reste pas beaucoup de temps. Si tu parles de ça, là, on va rester. Non, mais Neymar, c'est trop mon gars. Putain, il est bon. Ouais. Il était très très fort, très talentueux, mais bon. Je vois ce que tu veux dire. Et si on revient à toi un peu, tu sais, toi, t'as souvent été considéré comme un prodige. Ouais. Très tôt, on parlait de toi comme un prodige et tout. Est-ce que il y avait une part d'inné, ou est-ce que c'est dû peut-être à ta rencontre avec Tijani Biga qui t'a permis de trouver ton style? Les deux, en vrai. Les deux, parce qu'il y a eu d'autres boxeurs avant moi chez Tijani Biga qui n'ont pas eu mon parcours et qui n'ont pas eu mon palmarès. Donc inné, et puis même quand j'ai commencé la boxe thaï, j'ai capté un truc, j'ai dit ça, je sais que je vais être bon, je le savais. Okay. Au fond de moi, je le savais, tu vois. Je savais juste que c'était une question de temps, mais je savais que si je travaillais dur et que j'étais concentré, j'allais faire de belles choses. Ok. C'est un mix des deux. Dès le début, ouais. Un mix des deux. Donc j'avais ce truc-là où j'avais la fibre, où j'avais le petit talent qui m'a fait kiffer, et la rigueur de Tijani Biga qui a fait que je suis devenu aussi très rigoureux. Et donc, ouais. Ok. Et tu vois, pendant l'interview, on a mentionné beaucoup de fighters, de sport de combat, Mohamed Ali, mais tu vois, et Mayweather aussi. Et pour toi, est-ce qu'il y aurait un GOAT de sport de combat confondu? Est-ce que pour toi, tu as un combattant ultime
Tu dis c'est le meilleur des combattants. Mohamed Ali. Ouais, franchement. Faire ce qu'il a fait à l'époque où il l'a fait, refuser d'aller à la guerre, prendre position pour la communauté, être dans les petits papiers de la CIA alors que t'es juste un sportif, c'est quand même une dinguerie. C'est comme si moi demain, frère, on me force d'aller faire la guerre, je dis non, je vais pas. À l'époque, c'était pas la même chose de déserter. Enfin, c'est qui voit la désertion, tu vois. Il a fallu beaucoup de courage. Lui-même, on parle encore de lui alors qu'il est mort. Il a fini sa carrière à combien de temps? Mayweather, tu penses que dans 20 ans, on parlera de lui? Je pense pas. Mon fils, tu penses qu'il parlera de Mayweather? Je pense pas. Mon fils, il parlera de Mohamed Ali, il connaîtra Mohamed Ali. Et je vais tout faire pour qu'il connaisse Mohamed, tu vois. Et il est mort il y a longtemps. Et puis même sa carrière, je crois que son combat contre Foreman, c'est années 70, c'est à 50 ans. Ouais, c'est ça. C'est à 50 ans. Même ses prises de parole, on retient plus ça que ses performances sportives. Ouais, c'est tout ce qu'il y a autour de lui. Mais un sportif noir qui s'assume, tu regardes ses interviews, il avait une assurance, c'était incroyable. C'est sur un plateau entouré de blancs à l'époque, tu vois, c'est... Tu sais, les gens étaient arrivés, ils courbaient les chines, ils étaient, je suis un noir, et alors Je suis le meilleur, et alors Tu vois, genre, moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est la définition du GOAT. Ouais, c'est ça, le GOAT. C'est tout ce qu'il y a autour de lui. C'est vraiment... Je suis d'accord avec toi, c'est mon GOAT aussi. Vraiment, franchement, sportivement, je mets personne au-dessus de Mohamed Ali. Tu vois, moi, je mettrais Bruce Lee et Mohamed Ali. Mohamed Ali pour la carrière. J'ai failli dire Bruce Lee. Et Bruce Lee pour... Mais Bruce Lee, c'était pas vraiment un sportif. C'est pas un combattant. Enfin, c'est un combattant, mais on s'est compris. Mais c'était pas un sportif. Ouais. C'était un acteur. Ouais. C'était un beau gosse et tout. Donc, et moi, Bruce Lee, compile de CD, de cassettes, pardon. Pareil. Incroyable. T'as un film préféré de Bruce Lee? Je dirais L'honneur du dragon. Opération Dragon? Opération Dragon, pardon. Opération Dragon. Et putain, j'ai oublié les titres. Il y en a un qui s'appelle The Big Boss. The Big Boss, j'ai vu Big Boss. C'est quel le Big Boss? C'est pas celui, il est sur l'île avec le mec qui a les griffes à la fin. Ça, c'est Opération Dragon ou La Fureur du Dragon. Je sais plus. Fureur du Dragon, ouais, Opération Dragon. Non, mais il y a Opération Dragon et il y a La Fureur du Dragon, ouais. Mais non, The Big Boss, il travaille dans une usine. Et ces gars sont bolos un peu, et puis c'est la grande scène de Bruce Lee où il se fait entourer et il donne des coups de pied à tout le monde. C'est dans The Big Boss. Et là, pour moi, c'est deux GOAT, mais chacun dans son style. Ouais, c'est vrai. Bruce Lee, Mohamed Ali et Bruce Lee. Ouais, j'ai saigné. Je suis d'accord avec toi. Et au moment où on tourne hier, il y a eu un combat Jake Paul contre Anthony Joshua. Est-ce que toi, déjà le crossover, je sais un peu ce que t'en penses, mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu penses qui d'une façon ou d'une autre fait un peu avancer le sport? Là, je vais prendre un contre-pied, je pense, parce que ce que Jake Paul a fait, personne ne peut le faire. C'est sûr. Affronter Anthony Joshua, le mec, à la base, c'est un influenceur, il a commencé la boxe il y a 4-5 ans. Tu viens combattre un mec en poids lourd avec qui était champion du monde. Qui a été champion du monde. Faut les avoir pour monter. Je sais ce que c'est de monter dans un ring, même si on parle de millions, de ce que tu veux. Quand t'es dans le ring, tu fais abstraction de tout ça, tu vois. Et il a le mérite d'être monté dans le ring. Il a le mérite d'être monté. Et avant Anthony Joshua, il a botté 2-3 personnes qui avaient déjà une carrière en boxe. Il y avait Tyron Woodley, il l'a mis KO. Ouais, qui était champion à l'UFC. Il l'a mis KO. Il a combattu aussi Nate Diaz, non, il me semble. Non, il devait se battre et ils l'ont pas fait. Ou il a fait un autre combat, il a pas fait que Woodley. Et faire ça, franchement, c'est très fort de sa part. Il a fait Tyson, mais Tyson, c'était un vieux. Oui, bon, ça, Non, mais t'as raison. Entre Tyson et Woodley, il y a eu un autre champion. Et frérot, il a combattu Mike Tyson. Ouais. Même si c'est un kéké, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Ouais. Mec, je suis sûr qu'il veut faire Canelo, apparemment. Et c'est sûr qu'il va lui mettre un chèque, il va le faire. Ouais, je pense qu'il va faire Canelo. Mec, il sait faire de l'oseille, en vrai. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Et il apporte un peu d'émulation autour de. Exactement. Et puis, il crée de l'engouement. Les gens payent les tickets, ils se venaient, ils viennent supporter. Et puis, comment c'est fait, je trouve que c'est beau. Ok. Oui, c'est pas qu'un c'est bien fait. C'est archi bien fait. Et les mecs qui viennent en face, c'est des mecs, c'est des sérieux clients. Anthony Joshua est venu combattre contre Jake Paul, frère. Contre un influenceur. À la base, c'est un influenceur. À la base. Ouais. Donc s'il y a quelqu'un à critiquer, c'est plus Anthony Joshua que Jake Paul. Parce que normalement, c'est à Jake Paul de venir te combattre toi. Mais toi, tu viens combattre et en gros, c'est lui qui te paye, quoi. Parce que c'est lui qui a organisé le truc, c'est lui qui a fait le buzz et c'est lui qui a mis l'oseille. Ouais. Donc moi, je respecte ce mec-là. Ils ont du mérite. Son frère et lui, je vois totalement ce que tu veux dire. Ils ont du mérite. Et même le combat, c'était pas un combat gag. Même ça se trouve, tu t'imagines, ça se trouve que lui, en tant que champion du monde, il n'a jamais pris autant d'oseille que ce qu'il a pris avec Jake Paul. C'est sûr. C'est sûr. Donc c'était pas un combat gag, c'était un vrai combat. C'était deux combattants. C'était un vrai combat. Il y en avait un qui était au-dessus de l'autre, mais c'était deux combattants. C'est ça, complètement. Frérot, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'interview. Mais entre toi et moi, la CAN, ça commence demain. C'est quoi ton pronostic pour la CAN? Frérot, là, il n'y a pas de pronostic. Tu connais la CAN, c'est trop volatile. Les équipes, une année, elles sont bien, l'autre année, elles sont pas bien. Après, t'as un entraîneur, il vient de chez... C'est ça le problème de l'Afrique aussi, frérot. C'est dur.
L'Afrique, c'est compliqué. C'est un continent qui est compliqué. Mm. Mais juste, faut prendre de la ventoline, un peu de Doliprane et ça va aller, frère. Mais pour ceux qui supportent trop leur équipe, là, bon courage. Parce que, frère, Ça va être dur, on verra il y bien. a trop d'ego dans On cette verra CAN-là. Il y a le frérot Manu qui est là, je me rappelle de quand on regardait la CAN il y a un an chez Air Afrique. Là, Ah gros, ouais, c'est c'était vrai, quelque c'est chose. vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Karim, t'es quoi, toi? Tu disais Ils sont qualifiés, tu Ils sont... Ah, j'avoue, tu Ah ouais, hey, attends, là, nous, on joue contre le Maroc, mais, hey, Ça va être dur. frérot, Ouais. le match, la dernière CAN, là, Côte d'Ivoire-Mali, c'était tendu, hein. C'était tendu. C'était tendu, hein. Ah. Mais ça qui a fait la force de la CAN, c'est que Ouais, c'est que c'est beaucoup d'émotions. il y a trop d'émotions et rien n'est marqué. Frérot, marqué. merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci, moi aussi, et c'est toujours un plaisir de te voir. C'est la fin de l'année. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? La santé, la Bonheur, réussite, santé, réussite. peut-être un autre title shot? Ouais, title shot, ouais, parce que là, moi, il me faut la ceinture du One. Et je vais aller là, c'est là, je vais aller la chercher vraiment. Ok. C'est ce que je te souhaite et on sera là pour te soutenir. Merci beaucoup, frérot. Merci frérot. Yes.